Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sophia Ayache. Bonjour. Voilà, donc Sophia, c'est l'étoile montante de la municipalité, psychologue, déléguée au handicap et puis depuis peu adjointe à la jeunesse. C'est bien ça? Très bien. Donc voilà, on va faire une interview donc spéciale sur le divan, une interview psy. Allez, je vous autorise à inverser les rôles. Donc 40 ans, d'origine algérienne, 6 frères et sœurs, originaire du Tarn, a vécu sa jeunesse à Groslay. Une anecdote qui m'a été racontée, élue Miss Lycée à Lavore, pas sur le plan physique, mais on m'a dit que c'était sur son côté altruiste, généreux, gentil, celle qui pense aux autres. Vous avez d'excellentes sources. Donc psychologue, diplômé en 2002, rediplômé en 2012, s'occupe des risques psychosociaux, sécurité routière, je fais court, les risques de taux d'absentéisme dans les entreprises, harcèlement moral, sexuel, souffrance en entreprise, en fait tout ça. Voilà, c'est un bon résumé? Excellente synthèse. Voilà, discrète, apprécie d'être sur le terrain. J'ai découvert les grands noms de l'émancipation féminine en lisant, aime la randonnée, courir, le cardio, et voilà, donc défaut, impatiente. Est-ce que c'est un bon résumé? Très juste, parfait. Donc voilà, on va venir sur le numéro 826 de La Glorieuse, quand monte la fièvre antisémite à Montpellier, c'est la une. On fait le point là avec la communauté juive pour savoir ce qui se passe à Montpellier suite à la manifestation et les courriers qui ont été reçus la semaine dernière par certains élus. Voilà. Ensuite, on fait un article sur la région Occitanie, la région la plus pessimiste. Et on titre « Mais au fait, c'est quand le bonheur ?» Vous allez pouvoir nous le dire, vous qui êtes psychologue. Je suis impatiente en tout cas de lire le prochain numéro. Ensuite, un article sur le PS, c'est « Et au bout du suspense », Michael Delafosse, qui va représenter le PS. Et enfin, donc, on revient aussi sur l'affaire Boumaz, un mandat et basta. Il a pris cher, même les Balkany n'ont pas eu droit à ce traitement en termes de condamnation. Et on revient aussi sur les trafics dans un article qui s'appelle Gambetouch et Plan Cabanis. Voilà. Sophia Ayache, merci d'être venue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre présentation? Très bien synthétisé, vous n'avez rien oublié. Est-ce que vous lisez régulièrement la Mouette, La Glorieuse? Oui, je suis une fidèle lectrice. J'apprécie lire La Glorieuse tous les mercredis matins. Particulièrement quelque chose? Qu'est-ce que vous aimez bien? Ce que j'aime lire en dehors de La Glorieuse? Non, qu'est-ce que vous aimez bien dans le journal? J'apprécie, c'est une façon de me distraire. Ah. Compte tenu du registre. Nous avons parlé d'altruisme dans votre présentation. Est-ce que ça compte toujours pour vous aujourd'hui? D'être altruiste? Oui. Effectivement, c'est une caractéristique de ma personnalité, être altruiste. Et pour exercer en tant que psychologue et en tant qu'élu, c'est très important de pouvoir penser aux autres. Et je me réalise en aidant les autres. Je me sens utile quand j'améliore le quotidien ou la vie d'autrui. Comment avez-vous attrapé le virus de la politique? Est-ce un virus? Alors, donc jusqu'en 2013-14, j'avais jamais été encartée dans un parti politique. C'est réellement la rencontre avec Philippe Sorel qui m'a motivée à m'investir et à me rendre utile pour les Montpelliérains. Donc vous avez été candidate victorieuse en 2014 donc sur la liste de Montpellier, puis battue en 2015 sur la liste des régionales du Tarn. Alors nous avons eu un excellent score. Dans le Tarn? Un bon score dans le Tarn. Et je garde une expérience très positive de la campagne régionale parce que ça m'a permis aussi de renouer avec mes sources. Dans quelle campagne avez-vous le plus appris? Alors j'ai apprécié la... Appris. Appris? Oui.
Appris dans quel sens? Eh ben, appris le métier politique, le métier de la politique et le... Alors, en fait, quand... Après, le métier de la politique. Le métier de la politique, je pense qu'il faut avoir des caractéristiques avant tout. Être altruiste, aimer les gens. C'est moteur de pouvoir aimer les gens. Être bienveillante, avoir le sens de l'éthique et le sens du respect, accueillir les personnes, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur singularité. Et puis, j'ai apprécié la campagne avec Philippe Sorel parce qu'en fait, au départ, quand je l'ai rencontré en 2013, j'avais eu des échos très positifs sur Philippe Sorel et je lui ai écrit. Il m'a proposé d'aller boire un café au Dôme. Donc on a bu un café, j'ai fait sa connaissance et je lui ai dit effectivement que je souhaitais le soutenir pendant la période de la campagne, voire plus, parce que je souhaitais me rendre utile pour les Montpelliérains. Et puis, effectivement, il m'a dit, ben, écoutez, ce que je vous propose, parce qu'on ne se connaît pas encore, c'est de venir participer aux différentes réunions, de rencontrer l'environnement, les personnes qui le soutenaient, etc. Il me dit, vous êtes psychologue, vous allez pouvoir m'analyser et décider si vous souhaitez poursuivre l'aventure ou pas. Et effectivement, quand je me suis rendue à ces réunions, donc j'ai élaboré la relation en allant aux réunions, en faisant connaissance avec les personnes qui l'entouraient, eh bien j'ai repris confiance sur la politique parce que je saturais des partis politiques traditionnels et dogmatiques. J'avais perdu totalement confiance et Philippe Sorel souhaitait construire une société plus juste, plus humaine. Il était entouré de personnes dévouées, généreuses, avec les mêmes caractéristiques que moi. J'ai découvert chez lui aussi des valeurs qui faisaient écho aux miennes. C'est une personne qui est fiable, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, il le fait. Et donc j'ai décidé aussi, je lui ai dit que je souhaitais faire partie de la liste également. Et puis sa démarche politicienne sortait du lot, c'est-à-dire qu'il était dans une démarche de proximité avec les citoyens et de concertation. Donc ces éléments-là m'ont permis d'apprendre qu'effectivement il existait une autre façon de faire de la politique. Et aujourd'hui, c'est toujours une autre façon ou ça peut évoluer? Eh bien, nous avons gardé les mêmes valeurs. Les valeurs, c'est la proximité, la concertation, être à l'écoute. Je veux dire, moi, j'ai mes réseaux, j'utilise mes réseaux Twitter, Facebook, Insta, pour être à proximité des personnes. Il y a des personnes qui n'osent pas ou qui ne m'envoient pas de mail, qui me contactent par ce biais-là, ou on fait par les mails, peu importe. Je suis très réactive, je réponds très rapidement en écoutant leurs attentes, en répondant à leurs besoins. Vous avez été rattrapé par la démission de Fabrice Palot en 2014. Rattrapé, oui, effectivement, il a été au cabinet et donc ça a permis... Et donc ensuite vous êtes devenue conseillère municipale. Conseillère municipale déléguée au handicap. Voilà, dans un premier temps, et puis ensuite adjointe en 2017. Décembre 2017. Voilà. Donc on peut dire que j'ai 1 an à peu près d'activité en tant qu'adjointe à la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'étoile montante de la municipalité? En tout cas, je mets tout en œuvre pour répondre aux objectifs que m'a fixé Philippe Sorel et pour répondre aux attentes des Montpelliérains. Et puis, je vous remercie de me caractériser de cette manière-là. C'est positif. Attendez la suite. La suite. Je me disais aussi. Quel est votre meilleur souvenir politique? Alors, le meilleur souvenir politique, oh, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs souvenirs un seul. politiques. Celui qui vous a le plus marqué? J'ai beaucoup apprécié, et c'est très positif, la période où j'étais conseillère déléguée au handicap. Mais il y a un autre souvenir qui me vient là de cette année, mais enfin vous m'avez dit qu'un. Donc, quand j'étais conseillère déléguée au handicap, nous avons participé, enfin j'ai participé à la mise en œuvre d'un projet unique en France, novateur, avec Patricia Miralles, et ensuite c'est Madame Ania qui a pris le relais, et Stéphanie Janin. Et donc il s'agissait de réfléchir à la conception de la ZAC République avec des citoyens, des personnes en situation de handicap,
l'ACERM, des architectes, et c'est la première fois que ça arrive, où nous concertons avec les citoyens pour réfléchir à comment rendre accessible cet espace-là sous l'angle de la conception universelle. La conception universelle, c'est-à-dire qu'il soit accessible à toute personne, quel que soit son handicap, mais aussi une personne qui de manière transitoire a des béquilles ou avec une poussette, etc. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez rencontré Philippe Sorel et que vous êtes parti boire un café avec lui. Et ensuite, il vous a proposé d'être sur sa liste. En fait, on a été boire un café, donc je lui ai écrit en lui disant, voilà, j'ai des échos très positifs vous concernant, à la fois de manière informelle et des personnes qui l'entouraient. J'aimerais vous rencontrer pour savoir qu'est-ce que vous proposez concrètement comme programme. Donc il m'a proposé de se rencontrer autour de ce café. On a discuté pendant à peu près 45 minutes. Il me demandait qui j'étais, qu'est-ce que je souhaitais, etc. Et puis, comme je vous disais, on a élaboré la relation dans le sens où j'ai participé ensuite à toutes les réunions qu'il organisait. Et au fur et à mesure, quand j'ai découvert qu'il proposait une nouvelle façon de faire de la politique avec des citoyens de tout horizon, de toute génération, de tout statut social, et que j'ai été complètement convaincue et en totale confiance, je lui ai dit, écoute Philippe, j'aimerais bien faire partie de la liste. Si tu juges et penses que je peux être utile pour les Montpelliérains, voilà, j'aimerais bien figurer sur la liste. Parce que c'est vrai que, bon, au niveau citoyen, mais au niveau de, par exemple, les mairies autour de Montpellier, il y a des points d'achoppement sur la gestion des mairies en ce moment. Il y a des courriers qui ont circulé dans certaines mairies, à Grabel, à Latte. À quel propos? Je ne sais pas, non. Bon, non, c'est au sujet de lettres qu'a diffusé la métropole, de lettres d'information sur les mairies autour de Montpellier. Je ne suis pas à la métropole, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Être psychologue, c'est important en politique? Effectivement, le fait d'être psychologue me permet de répondre aux besoins des citoyens en les écoutant, en étant bienveillante, en ayant le sens de l'éthique aussi. Très tôt, mes parents m'ont permis de me structurer de manière à respecter les règles. J'ai très tôt intériorisé la morale et les règles. Ils m'ont réellement transmis une boussole éthique et morale. Donc ça, c'est important en politique, effectivement. Ce qui est important, c'est d'écouter les gens, de les aimer. Et l'amour, c'est réellement ce qui est moteur, hein, tant en psycho qu'en politique, et être bienveillante. Et beaucoup de personnes ont du mal avec la différence. Et quand on est psychologue, effectivement, on a cette capacité à accepter la différence. Puis la ville de Montpellier, c'est la ville qui accueille toutes les différences. Quel est l'état psychologique du conseil municipal? Conseil municipal dans sa globalité, on ne parle pas de mon équipe. L'état psychologique, comment je le qualifierais? Donc, vous me posez la question de savoir comment je qualifierais l'opposition. Non, en fait, le global, quoi. En fait, si vous voulez dissocier la majorité et l'opposition, vous pouvez le faire. Alors, je vais le distinguer, parce qu'effectivement... Distinguons. Parce que je ne peux pas m'assimiler à l'opposition. Incohérent. L'opposition? Très incohérent. Ils sont très souvent dans l'invective, dans des attaques stériles, dans une lutte d'ego qui détourne les citoyens de plus en plus de la politique. Je ne les trouve pas constructifs du tout. Et l'état psychologique de la majorité? Eh bien, écoutez, l'état psychologique de la majorité, nous avons respecté nos engagements de campagne. Philippe Sorel a respecté ses engagements de campagne, ce qui prouve que l'état psychologique de la majorité est toujours très motivé, efficace, novateur. Parce que, bon, vous dressez un tableau
Mais bon, quand même, il y a eu le départ de nombreux élus de la majorité, Fabrice Palot, Cédric Saint-Jouan, Cantali Poutassang, Christophe Cour. Ça veut dire qu'il y avait quand même un certain mal de vivre. C'est pas un mal de vivre, c'est qu'à un moment donné, c'est comme dans la vie, de quelles que soient les sphères de vie, à un moment donné, effectivement, il y a des choix qui se posent parce que ça ne convient pas, mais ça ne signifie pas qu'il y a forcément un mal-être. Ou si la personne finalement ne se sent plus en phase avec le rôle qu'elle peut avoir, bon, mais effectivement, leur départ est à respecter. Vous êtes plutôt bar à chicha ou expo ambitionneur? C'est stigmatisant, ça, bar à chicha. Non. J'aime. Vous pouvez aimer les deux. Vous pouvez aimer les deux. Hein. Je fais moins la fête. Quand j'avais 20 ans, je venais faire la fête à Montpellier. C'est la raison pour laquelle j'apprécie Montpellier durant ma période où j'étais étudiante. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que je me suis installée à Montpellier. Mais j'apprécie à la fois les soirées festives entre amis, partager un repas, m'installer dans un bar, prendre un verre, autant que l'expo Indie Summer. Effectivement, j'ai hâte d'aller découvrir. Pourquoi vous avez fait cette expérience de visite olfactive de l'exposition âme humaine? Âme humaine, oui, cette visite olfactive, c'était un moment très fort. C'est un moment très fort dans la mesure où vous avez, enfin, je pense que vous avez pu constater qu'il y avait des personnes aveugles qui étaient présentes et qui ont pu le soir rentrer chez elles et dire « j'ai participé à l'expo Âme humaine ». Donc à travers les effluves, il s'agissait de pouvoir faire ressentir les émotions que dégageaient les différentes photos. On a eu plus de 45 000 visiteurs, ce qui est un franc succès. Comment se passe une journée de l'adjointe Sophia Œillage? C'est très variable. Je n'ai pas une journée type. C'est très variable. J'alterne entre les entretiens. Il y a des personnes qui souhaitent me rencontrer à titre individuel pour les conseiller, les accompagner. Et pour les manifestations qu'on met en œuvre, j'en ai mis en place quelques-unes l'année dernière, le harcèlement. On a souhaité effectivement mettre en place une action qui permette aux jeunes de la ville de Montpellier d'étudier dans les meilleures conditions qui soient, d'outiller les parents, les éducateurs à pouvoir détecter, déceler les symptômes d'une situation de harcèlement et pouvoir y remédier. Donc je travaille dans la même lignée que Philippe Sorel, à savoir dans la concertation. Donc cela implique des réunions, de réunir les professionnels, psychologues, avocats, les citoyens, le CMJ. Je suis très contente d'avoir ce comité consultatif, le CMJ. Et donc alternance entre des entretiens individuels, des réunions. Et ça représente quoi aujourd'hui, la partie travail professionnel par rapport à la partie travail institutionnel? Alors, sur le plan professionnel, j'interviens... 50-50 ou... en termes juste de le quantifier, ça dépend des périodes. Parfois, quand en fin d'année, j'avais préparé plusieurs manifestations pour ma fonction d'élu, donc j'ai levé un petit peu le pied, étant donné que j'interviens en libéral, j'ai la possibilité de moduler ma charge de travail. Quel est votre regard professionnel, professionnel de la psychologie sur les gilets jaunes? Mon regard sur les gilets jaunes? Oui. Alors, mon regard sur les gilets jaunes. En fait, bon, on peut dire que le mouvement des gilets jaunes s'est créé pour lutter contre le matraquage social, contre l'injustice fiscale, contre la déconsidération. Je veux dire, en tant qu'être humain, nous avons tous des besoins. Des besoins, dont le besoin de reconnaissance, le besoin d'être respecté. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a eu cette lutte-là, lutte contre la politique actuelle qui a tendance à réduire les impôts pour les plus riches et supprimer radicalement les protections pour les plus faibles. Conséquence, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Ben, effectivement, la fracture sociale se creuse, le pouvoir d'achat des plus faibles et des classes moyennes, eh bien, effectivement, s'amoindrit. Et donc à partir de là, je comprends qu'il y ait des personnes
personnes qui puissent manifester pour rétablir la justice sociale. Pour rétablir la justice sociale, parce que vous savez, chez certaines personnes, l'argent c'est une réelle souffrance. Chez les riches, c'est pas une souffrance, mais il y a des personnes qui ont un sentiment d'étranglement, une boule d'angoisse à l'idée d'aller ouvrir leur boîte aux lettres et savoir si elles vont pouvoir régler leurs factures. Donc à un moment donné, moi j'ai de l'empathie pour les gilets jaunes, je comprends leurs revendications, mais je déplore effectivement, c'est très important que certains viennent se greffer aux manifestations de gilets jaunes pour casser, pour être dans de la violence. À un an de la prochaine échéance, êtes-vous prête à repartir? Alors, à un an des prochaines échéances, je suis prête à repartir si Philippe Sorel repart. Et pensez-vous que Philippe Sorel sera candidat? Alors, je pense que Philippe Sorel est aimé par les Montpelliérains. Je pense que Philippe Sorel a rempli ses engagements et je pense qu'effectivement, on a besoin de Philippe Sorel. Maintenant, il prendra sa décision. Invitez-le, je pense, pour Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous le souhaitez? Oui, j'aimerais, bien sûr. Parce qu'à part lui, franchement, je ne vois pas qui d'autre pourrait piloter la ville de Montpellier. Est-ce que l'annonce de la mise en écart pour la liste de l'an prochain de Brigitte Roussel-Galliana et de Max Lévita sont-elles les prémices de sa candidature? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Bon. On va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. Si elle ne me convient pas, j'ai le droit de changer? Non. Mais vous me l'avez déjà posé. Alors, en qualité de psychologue, quel est votre diagnostic sur les dérèglements, je suppose, de la société? Oui. Donc, je vous ai dit effectivement que je comprends les... Non, je vous ai posé la question des gilets jaunes. Ah. Sur les gilets jaunes. Oui. Ça, c'est un petit peu plus élargi. Donc, je vais compléter sur les gilets jaunes et élargir. Donc, pour les gilets jaunes, effectivement, donc, je disais que je comprenais les gilets jaunes, mais j'ai de l'empathie aussi pour les commerçants, parce qu'ils ont une baisse drastique de leur chiffre d'affaires. Et on peut avoir espoir que ce que met en place à l'heure actuelle Monsieur le Président, les grands débats, etc., que cela permettra d'éteindre l'incendie. J'espère qu'il prendra en considération toutes les doléances, les requêtes et ce que revendiquent les citoyens et qui mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires. Après, je pense qu'effectivement, ils ont l'air d'être pris de court. Philippe Sorel avait déjà établi un état des lieux sur le dérèglement actuel. Vous avez lu son ouvrage, Réparer la République? Oui. Voilà, qu'il avait édité en 2015. Et effectivement, il nous a offert la possibilité de réfléchir au sens de la démocratie dans une société qui est en pleine mutation. Et il proposait des solutions concrètes par rapport à ces différentes problématiques que rencontre la société. Donc, à part les gilets jaunes, vous ne voyez pas d'autres maladies psychologiques dans la société? Il y a un mal-être, enfin je veux dire les partis traditionnels et dogmatiques, effectivement, ils ont fait leur temps, ils nous servent des recettes incomestibles, les partis de l'opposition également, ils ne sont plus en phase avec l'évolution de la société. Donc je pense qu'il est important de manière globale de pouvoir remédier à cela en ayant plus de transparence, en peut-être, comme disait Philippe Sorel, inverser le calendrier législatif et présidentiel, en apportant plus de mixité, de diversité, de renouveler les générations, en étant plus à l'écoute des citoyens. Et dans votre cabinet, là, sur le divan, les gens, ils vous parlent de quoi? Alors la souffrance au travail, en général, puisque je suis spécialisée en souffrance au travail et au niveau de la sécurité routière, les facteurs de souffrance au travail, en général, c'est souvent les mêmes. C'est la surcharge de travail,
les personnes sont surchargées. On valorise les chiffres plutôt que la qualité au travail. Il y a des médecins qui en imposent 25 consultations dans la journée, avec toutes les erreurs de diagnostic que ça peut générer, et ça peut effectivement contaminer tout le processus de soins. Il y a des personnes qui ont du mal à équilibrer, à avoir un équilibre entre leur sphère de vie personnelle et professionnelle, donc surcharge de travail. Difficulté à équilibrer les sphères de vie. À un moment donné, elles ne répondent plus à leurs besoins de base, elles s'alimentent moins, elles ont une mauvaise hygiène de vie, elles se démotivent, elles sont fatiguées, elles ne vont plus travailler pour certaines, le taux d'absentéisme vient de là. Le manque de reconnaissance, pas simplement au niveau financier, des salariés qui demandent un petit peu de reconnaissance, obtenir la possibilité d'évoluer via une formation, on peut leur refuser. Le manque de solidarité, et puis le manque de partage des pouvoirs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des modes de management qui ne partagent pas le pouvoir avec leurs salariés. Les salariés ont des marges de manœuvre très limitées et c'est ce qui amène à de la souffrance. Très bien, donc il y a encore du boulot pour la psychologie. Il y a encore du travail. Je vous remercie. Merci à vous.